Aujourd'hui, on va résoudre l'examen d'admission, donc l'examen d'entrée de Polytechnique à Bruxelles, et on va résoudre en particulier la partie algèbre en premier lieu, et notamment les questions 1, 2 et 3. Ok, donc typiquement, les questions 1, 2 et 3 correspondent à celle-ci, donc on a la partie vraiment résolution d'une équation, avec notamment une petite partie d'algèbre classique polynomiale. Ensuite, on va avoir une petite partie avec les nombres complexes, et puis ensuite, on va avoir la division polynomiale, avec un exercice hyper simple à la fin, voilà, qui ne devrait vraiment pas poser de problème du tout. Ok. Ok, mais donc du coup, on est parti. Donc on a vraiment une partie au tableau et une partie un peu comme si j'étais vraiment à côté de vous, à côté de toi, et que je pouvais un peu t'expliquer ce qui est en train de se passer, quoi. Ok, et pourquoi est-ce que je fais ça? C'est un peu ce que j'aurais voulu avoir à l'époque, quelqu'un qui m'explique un peu plus comment faire pour réussir. Ok, mais donc du coup, la première question, c'est la résolution d'une certaine équation avec des logarithmes. Donc la première étape, c'est de d'abord définir le domaine de définition de cette inéquation, et en particulier des différents logarithmes. Alors pour ça, c'est assez simple, on va se baser sur le graphique du logarithme. Et donc typiquement, le graphique du logarithme, déjà le log x, tu vois qu'en fait, la fonction est définie que sur les x qui sont positifs. Donc tu vois qu'elle part de plus l'infini pour arriver jusqu'en 0 avec une asymptote verticale en x égale à 0. Et bien en fait, c'est pour dire que c'est log entre parenthèses d'un certain argument, et en fait, tout argument du logarithme doit être strictement plus grand que 0. Donc ici on a x, mais en fait ça va être la même chose pour le 12x carré plus 36x plus 24, il doit aussi être strictement plus grand que 0, et pareil pour le x plus 3 demi. Ok, et donc c'est ce qu'on va commencer à faire, on va d'abord établir la condition d'existence pour le log à gauche, ensuite on va faire le log à droite, et ensuite le but c'est de combiner les deux conditions d'existence pour donner le domaine de définition, qui sera, si on veut, la combinaison, si tu veux, qui sera, on va dire, l'intersection des deux conditions d'existence. Ok, donc c'est-à-dire que la solution à la fin de cette inéquation, elle devra respecter les deux conditions d'existence. Okay, si elle en respecte une mais pas l'autre, ça veut dire que le logarithme de l'un sera positif, il sera ok, mais l'autre sera négatif. Et ça, c'est pas ok. Et donc, du coup, il faut vraiment que les deux conditions d'existence soient validées. Ok, mais donc du coup, notre première condition d'existence, c'est typiquement 12x carré plus 36x plus 24 qui doit être strictement plus grand que 0. Donc on va faire ça. Ensuite on divise j'ai simplement divisé par 12 parce que c'est plus simple à gérer derrière pour faire les calculs. Et donc qu'est-ce que c'est x carré plus 3x plus 2? C'est vraiment une parabole directement qui a une concavité orientée vers le haut parce que le coefficient devant le x carré est positif, ce qui fait qu'elle est orientée vers le haut. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour identifier les parties où elle est strictement positive? Eh bien, on va d'abord chercher les endroits où la courbe intersecte l'axe des x. Okay, ça, c'est les solutions de la parabole. C'est l'endroit où elle est égale à 0. Okay, donc on va d'abord trouver ces x1, x2. Donc tu sais, on va avoir x carré plus 3x plus 2 égale à 0. On va faire le delta. On va trouver x1 et x2 avec partie négative, partie positive. Une fois qu'on a ça, on va mettre ces deux racines-là, on va les mettre dans un tableau de signes. Et dans notre tableau de signes, comme on sait qu'on a quelque chose comme ça, on va avoir à gauche de la racine, tu le vois d'ailleurs sur le graphique, on va avoir une partie qui sera positive. Donc on va mettre plus. Ensuite on va avoir 0. Ensuite on va avoir moins. Ensuite on va avoir plus 0. Et ensuite on va avoir plus. Et donc nous, on va prendre que les parties qui sont strictement positives, donc à gauche de la racine et de la première racine, et à droite de la seconde racine. Donc on y va. Donc là, on pose égal à 0. Là, on trouve les deux racines. Ce que je mets ici, c'est que je pointe vraiment que c'est les endroits où ça vaut 0. Et du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'une fois qu'on connaît ces deux endroits, ces deux racines, on va pouvoir identifier les parties qui sont strictement positives. Donc delta, on trouve un delta qui vaut 1, on trouve x1, x2, donc c'est moins 3 plus ou moins racine de 1 divisé par 2, donc on trouve moins 1 et moins 2. Et donc notre tableau de signes, tu vois qu'il est juste derrière ma tête. Là, ce que je suis en train d'écrire, c'est dans un graphique, comme ça on aurait moins 2, moins 1, tac, voilà. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est... Ouais, évidemment, dans le tableau de signes, j'ai mis moins 1, moins 2, mais évidemment, c'est pas moins 1, moins 2, c'est moins 2, moins 1. Mais je vais m'en rendre compte juste après. Mais voilà, c'est juste moi qui ai inversé. Et donc tu vois qu'à gauche de moins 1 c'est plus, et à droite de moins 2 c'est plus, entre les deux c'est moins, ce qui est logique parce que sur ton graphique il est comme ça. Donc entre moins 2 et moins 1, tu vois que ta courbe elle est en dessous de l'axe des x, donc négative, c'est ce qu'on voit dans le tableau de signes. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le coefficient est plus grand que 0 devant le x carré. Si ça avait été négatif, évidemment la concavité aurait été inversée, donc on aurait eu quelque chose de positif entre les deux intersections, et on aurait eu quelque chose de négatif en dehors. Mais là, c'est pas le cas. Ok. Mais donc du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie qui est strictement plus grande que 0, donc, comme je disais, à gauche de la première intersection et à droite de la seconde. Ok, là je me rends compte que j'ai fait une boulette, c'est moins 2, moins 1, et donc du coup, dans la condition d'existence, ce sera de moins infini à moins 2, union de moins 1 à plus l'infini. Ok. Ok, donc la seconde condition d'existence, c'est que le x soit
plus 3 demi soit strictement plus grand que 0, ça c'était pour le deuxième logarithme, et ça c'est assez simple, hein, c'est x plus 3 demi, donc c'est x plus grand que moins 3 demi. Ok, bon ça c'est assez facile. Ok, et donc là en gros, l'idée c'est que maintenant on a nos deux conditions d'existence, donc c'est ce que je suis en train de représenter directement sur le tableau, et en fait, l'endroit qui va nous intéresser, donc le domaine de définition, ça va être l'endroit où les deux conditions d'existence sont respectées, et donc là en particulier c'est toute la partie qui est strictement plus grande que moins 1, parce qu'en fait on voit que c'est le seul endroit où les deux conditions d'existence sont validées, tu vois. Genre en gros, pour la condition d'existence entre moins 3 demi et moins 1, il n'y a que la condition d'existence numéro 2 qui est validée. Et pour la condition d'existence numéro 1, on n'a que avant moins 2 qui est validé. Enfin, on a avant moins 2 et après moins 1, mais avant moins 2, tu vois qu'il y a la condition d'existence numéro 2 n'est pas validée. Donc ça va pas. Et donc le seul endroit où les deux sont valides, c'est après moins 1. Ok, et ça nous donne notre domaine de définition, compris entre moins 1 et plus l'infini. Ok, mais donc maintenant qu'on a notre domaine de définition, on va pouvoir commencer la résolution. Et donc la priorité, c'est d'abord de se dire, ok, on a 1 demi log inférieur ou égal à 1 demi plus log. Donc on se trouve avec un logarithme à gauche, un logarithme à droite. Et donc notre but, c'est de faire en sorte de supprimer ces logarithmes et de se retrouver avec uniquement ce qu'il y a dans les arguments des logarithmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, dans ton log à gauche, tu as du x carré, machin, et à droite, tu as du x. Donc en fait, si tu enlèves le logarithme, tu te retrouves avec une inéquation du second degré, en fait. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Et donc, pour faire ça, la partie qui nous embête un peu, c'est le membre à droite. Et le membre à droite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord qu'on enlève, d'ailleurs à gauche et à droite, les 1,5, et ensuite on va se retrouver avec du 1 plus 2 log. Et donc, pour ça, on va utiliser deux propriétés. Le fait que le 1 soit égal à log de 10, parce que log c'est en base 10, donc c'est log en base 10 de 10, ok. Et le fait que le 2, ici, peut se remonter au-dessus en tant qu'exposant de l'argument numéro 2, ok. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici, donc on a a log b égale à log b exposant a, donc ça va être pour le deuxième log, et on voit que 1 égale à log en base 10, log en base 10 de 10. Et donc du coup, tu vois que tu peux réécrire le log à gauche, il ne change pas, et tu vois que tu as log de 10 plus log exposant 2. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'arriver à cette forme-ci? Parce que tu vois que les deux logarithmes à droite, tu vas pouvoir les combiner. En fait, lorsque tu as une somme de logarithmes, tu peux écrire log, l'argument du premier log, fois l'argument du deuxième log. Et après, c'est beaucoup plus simple, parce qu'en fait, maintenant tu te retrouves avec log inférieur ou égal à log, et donc tes logs, tu peux les simplifier. Donc en fait, une autre manière de voir ça, ça c'est une propriété, c'est que si log de A inférieur ou égal à log de B, pour la même base, du coup, 1 inférieur ou égal à B. Voilà, 12x carré plus 36 plus 24 inférieur ou égal à 10 fois x plus 3 demi au carré. Ok. Mais donc, donc là, on va développer la partie, donc la parenthèse x plus 3 demi au carré. Ensuite, on va distribuer le 10 dedans, et ensuite, on va tout ramener du même côté, donc de l'inégalité. On va se retrouver avec 4x carré plus 12x plus 3, inférieur ou égal à 0. Et en fait, de nouveau, c'est la même chose que tout à l'heure qu'on avait fait pour les conditions d'existence. C'est qu'en fait, ça correspond à une certaine parabole, qui, pareil, sera en U, tu vois, parce que le coefficient devant le x carré est positif. Donc, tu as en U, tu vas calculer Donc ton but, c'est d'arriver à un tableau de signes où tu vas identifier les parties qui sont, du coup, la partie ici qui sera inférieure ou égale à 0. Donc ce sera la partie entre les deux racines, ok, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, tu veux trouver tes deux racines, et pour ça, tu dois égaliser ce truc-là, ce que tu as ici, 4x carré plus 12x plus 3 égale à 0, ok, parce que c'est l'endroit où tu as les intersections. Donc comment est-ce que tu fais pour trouver ces deux racines? Tu fais delta, et ensuite tu fais ton x1, x2. Ok, donc c'est ce qu'on va faire ici. Après, tu vas mettre ça dans ton tableau de signes. Donc là, je fais mon delta, j'arrive à 96 ou 96. Et donc ton x, c'est moins 12, plus ou moins racine de 96 ou 96, divisé par 2 fois 4. Ok, bon, ça c'est classique. Et donc voilà, on se retrouve avec notre tableau de signes ici. Donc 4x carré plus 12x plus 3, avec nos deux racines, moins 3 moins racine de 2, moins racine de 6 divisé par 2, et moins 3 plus racine de 6 divisé par 2. On met nos zéros, et on prend la partie qui est inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire celle qui est comprise, du coup, entre les deux racines en fait. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on écrit maintenant. Et on n'oublie pas, évidemment, qu'on doit regarder ça relativement à notre domaine de définition. Parce que notre domaine de définition, il est compris entre moins 1 et plus l'infini. Mais donc, si ta partie de ta solution, elle n'est pas incluse dans le domaine, elle ne sera pas incluse dans la solution, parce que ce n'est pas une solution valide, vu qu'elle n'est pas intégrée dans le domaine. Donc il faut faut que ta solution, elle soit incluse dans le domaine. Et donc là, la question qu'on veut savoir, c'est est-ce que le moins 3 moins racine de 6 demi et le moins 3 plus racine de 6 demi sont bien inclus dans ce domaine? Ou alors, s'il y a une partie qui est exclue, laquelle, et voilà, est bien identifiée, du coup, où notre solution est valable.
Déjà, on voit qu'elle est limitée à -3 plus racine de 6 demi, mais on ne sait pas si -3 plus racine de 6 demi est plus grand ou plus petit que -1. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, donc là c'est ce que je suis en train de faire. Ah oui, donc comment est-ce qu'on fait pour savoir est-ce que -3 moins racine de 6 demi est plus grand ou plus petit que -1? En fait, déjà on va regarder ce que c'est. -3 demi, déjà, on va séparer en deux, -3 demi c'est -1,5. Donc -1,5 moins un autre truc, bah forcément ce sera plus petit que -1. Donc déjà cette partie-là, elle n'est pas intégrée dans le domaine de définition. Tu vois, c'est une partie de la solution qui n'est pas intégrée dans le domaine de définition. Donc notre domaine de définition, c'est la première borne de la solution à gauche, tu vois. Donc si -3 plus racine de 6 demi est après -1, du coup on va aller de -1 à -3 plus racine de 6 demi. Par contre, si -3 plus racine de 6 demi est avant -1, bah, la solution n'est absolument pas dans le domaine de définition, et dans ce cas-ci, il n'y a pas de solution. Ok, mais donc tu vois que de ce truc-là, c'est -1,5, moins quelque chose, on ne sait pas exactement ce que c'est encore, mais donc on sait que c'est d'office -1, inférieur à -1, et donc on sait que c'est pas intéressant. Ok, maintenant la question c'est est-ce que -3 plus racine de 6 demi est avant ou après le -1? Tac, je remplace. Et ok, donc la première chose, c'est que -1,5, c'est plus petit que -1. Mais donc la question à savoir, c'est est-ce que -1,5, enfin pardon, est-ce que racine de 6 demi, c'est plus grand ou plus petit que 0,5? Parce que si ça l'est à ce moment-là, c'est en dessous de -1. Si ça l'est pas, c'est au-dessus. Enfin, inversement. Ok. Donc, ah oui, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Déjà, il faut essayer de savoir que vaut à peu près racine de 6. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, racine de 2, c'est 1,4. Okay, c'est un bon moyen, une bonne chose à se rappeler. On sait aussi que racine de 3, c'est 1,7. Okay, donc racine de 6, a priori, c'est d'office plus grand que 1,7, et donc on va dire c'est à peu près égal à 1,8. Au moins. Je veux dire, on est safe en disant que c'est 1,8, tu vois. Donc ça veut dire qu'en fait, on a moins 1,5 plus 1,8 divisé par 2. 1,8 divisé par 2, c'est 18 divisé par 2, donc c'est 0,9. Donc moins 1,5 plus 0,9, c'est moins 0,6. Et moins 0,6, c'est plus grand que -1. Donc, notre solution, elle s'arrête après -1, mais donc elle commence à -1 et s'arrête à -3 demi plus racine de 6 divisé par 2. Ok, donc ça c'est un moyen pour son... Ah oui, là j'ai mis plus 1,8, évidemment, c'était plus 1,8 divisé par 2. Ok, hop, et voilà. Notre solution c'est de -1 à -3 plus racine de 6 divisé par 2. Ok, cool. Ok, alors... Deuxième question, deuxième partie de la question, donc la partie B, on va trouver le coefficient de a exposant 6, b exposant 3, c au carré dans a plus b plus c exposant 11. Ça, c'est c'est quelque chose à savoir, c'est un peu de la théorie, c'est du coefficient binomial, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà essayer de trouver dans la théorie le coefficient générique de cette expression-ci. Donc le terme général, c'est x1, k1, x2, k2, x3. Évidemment, la somme des k, c'est égal à n. Okay, comme tu vois, hein, le 6 plus 3 plus 2... Ah oui, 6 plus 5, c'est égal à 11. Donc ça, c'est bien normal. Et donc, le coefficient devant le terme générique qui est de x1, k1, x2, k2, etc., xr, kr, en fait, c'est n factoriel divisé par k1 factoriel fois k2 factoriel fois, etc., jusqu'à kr factoriel. Donc, dans notre cas, le n, forcément, c'est le 11. Donc, on va avoir 11 factoriel au-dessus. Ensuite, on va avoir k1, c'est le 6. Donc 6 divisé par 6 factoriel, fois K2 c'est 3, donc 3 factoriel, fois 2 factoriel. Et voilà. 11 factoriel divisé par 6 factoriel, fois 3 factoriel, fois 2 factoriel. Donc là c'est vraiment genre de l'application de formule, quoi, directement. Donc notre 11 factoriel c'est 11 fois 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois blablabla. Là-dedans, donc après fois 7, tu te retrouves avec fois 6 factoriel. Et donc pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça? Parce que du coup si tu tu mets bien ton 6 factoriel, tu mets bien en évidence ton 6 factoriel, tu peux le simplifier avec le 6 factoriel du dessous. Tu vois? Donc je vais mettre jusqu'à 6 factoriel, et le 6 factoriel, je vais pouvoir les simplifier. Ensuite, à fois 3 factoriel fois 2 factoriel, tac, les 6 factoriels, tu les simplifies, et puis après, tu débrouilles un peu, ton 3 factoriel, c'est 3 fois 2, donc tu vois ce que tu peux un peu simplifier au-dessus et en dessous. Et à la fin, tu te retrouves avec 11 fois 7 fois 5 fois 4 fois 3. Et ça, je crois que j'avais fait 7 fois 5 fois 4 fois 3, et ça faisait 420, donc t'as 11 fois 420, et parce que t'as pas le calculateur, tu vois, donc t'es obligé un peu de bidouiller, et donc t'as 10 fois 420 plus 1 fois 420, ça c'est 11 fois 420, et 10 fois 420 c'est 4200, plus 420, ça c'est 4620. Donc là, on fait la deuxième question de la partie algèbre, donc de l'examen d'entrée de Polytech de juillet 2024, et donc là, l'objectif, ça va être de déterminer l'ensemble S de tous les nombres complexes Z, tels que Z³ est un réel strictement supérieur à 27, et après, il faut représenter évidemment les solutions dans le plan de Gauss
Mais donc voilà, on va représenter z tel que z cube appartient au réel et z cube est strictement plus grand que 27. Alors la première chose à avoir en tête, c'est déjà voilà. Donc un nombre complexe, déjà s'écrit z égale à a plus ib et se représente de cette façon-ci. Donc on va avoir la partie réelle voilà, qui est horizontale, tu vois, dans le plan de Gauss, avec le a qui est horizontal, et puis la partie imaginaire qui se trouve verticalement. Donc voilà, ton nombre complexe z, tu vois, c'est un nombre qui s'écrit en deux dimensions, a plus ib, et de coordonnées ab. Okay, on peut aussi l'écrire sous une autre forme qui est la forme polaire, où tu vois en fait que tu peux tracer depuis l'origine jusqu'au point, enfin jusqu'au nombre complexe z, une espèce de droite comme ça, de longueur r, tu vois, de norme, de module r, et qui fait un angle avec l'axe des réels, θ. Okay, donc c'est simplement une autre manière de représenter le nombre complexe au travers de deux autres arguments qui ne sont pas a et b, mais qui sont le module et l'argument du nombre complexe. Et donc on va pouvoir écrire ça comme r fois e exposant iθ. Ok, mais donc ce r là, en fait on voit que c'est comme si on était dans un espèce de triangle rectangle, tu vois, avec comme longueur en bas a, comme longueur verticale b, et comme longueur en diagonale r. Et donc en fait on peut écrire que r c'est racine carrée de a carré plus b carré. Okay, et on peut aussi écrire, tu vois, comme on est dans un triangle rectangle, que tu peux appliquer les règles de Socato-A, et donc du coup, tu as tangente de θ égale à b sur a, et donc θ égale à arc tangente, du coup, de l'opposé sur l'adjacent, donc de b sur a. Et maintenant, ce qu'on peut écrire, ce qui va nous intéresser, c'est de s'intéresser du coup vraiment au z cube, tu vois. Donc le z cube, en fait, ça va être simplement r fois eiθ exposant 3, et donc du coup, le 3 comme... Voilà, on peut appliquer un peu ses propriétés d'exposant. Tu vois que ton 3 va se distribuer et sur le R et sur le EIθ. EIθ exposant 3, évidemment, ton 3 rentre dans l'exposant. Où E, évidemment, est le nombre de l'air. Alors, on peut représenter EIθ comme un nombre complexe qui vaut cos θ plus I sin θ. Ok. Et donc après, on peut appliquer ce qu'on appelle la... Ouais, ça c'est une définition. Et donc on peut appliquer ce qu'on appelle la loi de Moivre. Donc la loi de Moivre, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que EI exposant nθ, en fait, c'est égal à cos de nθ plus I sin nθ. Donc, okay, donc en gros, peu importe le n, tu peux vraiment réécrire la formule avec simplement remplacer le n par ici 3. Ok, et donc du coup, ce qu'on a écrit en fait en dessous, hein, donc on a remplacé le EI 3θ par cos 3θ plus I sin 3θ. Okay, et le but, c'est que ce truc-là, donc ça fait partie des deux conditions qu'on avait plus tôt, c'est que ce truc-là appartienne au réel. En fait, il y a moyen de le représenter de deux manières différentes. Ou bien ton sin t 3θ vaut 0, ou bien ton z cube doit se trouver sur l'axe des réels. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Voilà. Ça veut dire que c'est un nombre complexe qui doit uniquement se trouver sur l'axe des réels. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ton angle 3θ, puisque c'est l'argument de z cube, tu vois, le 3θ ne peut valoir que deux valeurs possibles. Ou bien il vaut 0, donc c'est-à-dire que ton z cube, on est d'accord que c'est un nombre complexe et donc il doit se trouver sur l'axe réel, et donc c'est-à-dire que l'angle entre z cube et l'axe des réels doit valoir 0, ou bien il peut valoir pi, parce que tu vois, si tu amènes ton z cube de l'autre côté, donc tu fais tourner d'un demi-tour, il peut valoir pi, et donc en fait, il peut valoir concrètement, donc 3θ peut valoir 0 plus kpi, tu vois, il peut valoir 0, donc c'est-à-dire que tu pars de 0, plus kpi, donc c'est-à-dire tu peux ajouter une fois pi, ou une deuxième fois pi, ou une troisième fois pi, ou une quatrième fois pi, tu vois. Et en fait, 3θ plus égale à 0 plus kpi, ça va représenter tous les arguments pour lesquels ton z cube, enfin que le z cube peut avoir, vu qu'il doit appartenir au réel. Donc ça, c'était une manière de voir la chose. Évidemment, k doit appartenir à z. Z, ça veut dire que k peut valoir moins 3, moins 4, moins 1, moins 2, 0, 1, 2, 3. Donc tu vois, c'est tous les nombres entiers. Voilà, k appartient à z. Ah oui, et l'autre manière, comme je disais, c'était que de dire, en fait, sinus de 3θ doit valoir 0, parce que tu vois, pourquoi est-ce qu'il doit valoir 0 ? C'est parce que cos 3θ plus I sin 3θ doivent appartenir au réel, donc ça veut dire que la partie à côté du I doit forcément valoir 0, puisqu'il ne peut pas y avoir de I, tu vois, la composante en I doit forcément être nulle, on doit se retrouver sur l'axe des réels, donc ça veut dire que le sinus 3θ doit valoir 0, et donc ça veut dire que la seule façon, si on regarde le cercle trigonométrique, la seule façon pour laquelle ton sinus vaut 0, en fait c'est la même chose, hein. On revient un peu à la même chose qu'avant, c'est qu'en fait ton 3θ, donc ton argument, doit se trouver soit en 0, soit en pi, soit en 2pi, donc c'est 0 plus kpi. Et k doit appartenir à z. Ok ? Oui, là j'écris juste que z représente tous les entiers. Ok, mais donc voilà, donc z cube appartenant au réel, ça veut simplement dire que θ, donc on a dit que 3θ devait être égal à kpi, parce que 0 plus kpi c'est kpi, mais donc ça veut dire que θ doit être égal à kpi tiers.
Et donc maintenant, voilà, la deuxième condition, c'est que z cube doit être plus grand que 27. Autrement dit, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement réécrire z cube comme r cube EI 3θ et 27 comme, en fait, voilà, 1, 27 fois 1, 1 étant EI 0, si tu veux, tu vois. Donc en gros, je réécris 27 comme un nombre complexe. Et après, comme ça, je peux identifier les deux. Tu vois, je peux identifier le module de l'un avec l'autre et je peux identifier les arguments de l'un et de l'autre. Tac, tac. Ouais. Donc qu'est-ce que je peux dire d'intéressant, c'est que tu vois ici, donc ton 1, en fait, tu vois, on a dit 27 fois 1, donc c'est-à-dire que 1, c'est EI 0. Donc ça veut dire que 3θ doit être égal à 0. Mais évidemment, on regarde l'argument en tant que tel. Donc en fait, c'est 3 0 plus 2 capi, tu vois. Parce qu'on n'a pas de condition directe, tu vois. Tout ce qu'on sait, c'est que ça doit être le même angle à 2 capi près. Donc on a la première condition, c'est 3θ égale à 0 plus 2 capi. Et la deuxième, c'est que r cube doit forcément être strictement plus grand que 27. Ok? Parce que c'est lui qui détermine la longueur. C'est le module, quoi. Et donc, en fait, si tu prends la première condition sur l'argument, c'est que forcément θ doit être égal à 2 capi tiers. Et r doit être strictement plus grand que 3. Okay, K appartenant à Z évidemment. Et donc là, ce que je suis en train d'expliquer en faisant un peu le mime, c'est que θ égale à 2 capi tiers, c'est une condition qui est plus restrictive que θ égale à capi tiers. Pourquoi? Parce que θ égale à capi tiers, je peux avoir K égale à 0, puis K égale à 1 fois pi tiers, enfin à 1. Attends, je vais te le montrer là directement. Capi tiers, ça peut être, il y a 6 solutions possibles. Il y a le premier en 0, le deuxième en 1, le troisième en 2, le quatrième en 3, tu vois, donc ça fait plein de solutions. Au final, ça fait 1, là, tac, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Vous avez 6 possibilités, tu vois, pour faire un tour complet au final. Donc K peut aller de 0 à 5 pour faire un tour complet. De capi tiers, tu ne peux avoir que 3 possibilités pour faire un tour complet. Donc le nombre de K est beaucoup plus restreint, tu vois, K égale à 0, K égale à 1 et K égale à 2. Et en fait, tu as fait ton tour complet en fait déjà. Autrement dit, θ égale à capi tiers, c'est une contrainte qui est moins contraignante, si tu veux, que θ égale à 2 capi tiers, et donc en fait on va conserver θ égale à 2 capi tiers. Ok, voilà, θ égale à capi tiers. Parce que du coup, θ égale à capi tiers, tu peux prendre K égale à pi tiers, mais du coup c'est pas inclus dans 2 capi tiers, tu vois. Ah oui, autre chose aussi, quand on te dit z cube, donc forcément tu peux avoir que 3 solutions. Et si tu avais z4, tu aurais eu 4 solutions. K égale à 0, K égale à 1, K égale à 2. Ok, donc on a le premier en 0, θ égale à 0, puis θ égale à 2 pi tiers, et puis θ égale à 4 pi tiers. Voilà, K égale à 0, voilà, 2 pi tiers. K égale à 2. Donc là, θ égale à 2 fois 2 pi tiers, donc 4 pi tiers. Et évidemment, bah là, j'ai fait un tour complet, mais en fait, tu peux juste rester en K égale à 0. Et du coup, c'est θ égale à 0. Ça, c'est la première condition, la première contrainte est respectée. Et la deuxième contrainte, c'est que voilà, ton module doit forcément être plus grand, strictement plus grand que 3. Donc tu te positionnes en θ égale à 0 et tu vas plus loin que 3. Tu te positionnes en θ égale à 2 pi tiers, tu vas plus loin que 3, etc. Ok? Et voilà. Ok. Maintenant, troisième problème. Déterminer les réels a et b pour que g de x égale à x carré plus ax plus b divise f de x égale à x4 5x carré plus 9 et factoriser f de x dans R. Ok, donc on va chercher les a et b tels que f de x divisé par g de x égale à q de x. Donc ça veut dire qu'en gros qu'il existe en fait un q de x. On cherche les a et b tels qu'il existe un q de x tel que on ait cette division euclidienne polynomiale. Donc autrement dit, en fait on peut réécrire f de x égale à q de x fois g de x. Ok, attends, je peux accélérer un petit peu, voilà. Donc en fait le f de x, ça il nous l'a donné. Donc on a x4 plus 0x cube plus 5x carré plus 0x plus 9 égale à, donc le q de x, ça c'est, il n'est pas donné, mais du coup on suppose, on met q de x égale à x carré plus cx plus d. Pourquoi est-ce que je ne mets pas de coefficient devant le x carré? Parce qu'en fait on a x4 ici, on a 1 fois x4, donc en fait d'office, ce sera x carré fois x carré. Tu vois, il n'y aura rien devant le q, comme argument devant le x carré pour le q. Et le g de x, il est donné, c'est x carré plus ax plus b. Ok? Et donc, en fait, si maintenant on développe, tu vois, et le but, ça va être d'arriver à venir identifier chacun des termes qui sont pertinents ensemble. Donc en gros, le coefficient de x4, tu vas l'identifier avec le coefficient de x4 en face. Le coefficient de x3, tu vas l'identifier avec le coefficient de x3 en face, etc. x carré, x et le terme indépendant.
Et donc tu vois, en fait, là maintenant, ce qu'on va faire à droite, c'est voilà, c'est d'identifier pour le x cube, on va mettre les termes en x cube ensemble, tu vois. Donc on a ax cube qu'on va mettre avec le cx cube. Et ça va donner, on va mettre le x cube en évidence et on va avoir a plus c. Et comme ça, on va pouvoir identifier le a plus c avec le 0 en face, tu vois. Maintenant, on va faire la même chose pour le x carré. Donc pour le x carré, on avait b, on avait ac et on avait d. Et donc maintenant, on va pouvoir mettre le x carré en évidence, mettre b plus ac plus d, et on va pouvoir identifier avec ça avec le 5 en face, tu vois. Voilà, bon, pour le x4, on n'a rien. Et en gros, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait un système de 4 équations. Pourquoi? Parce qu'on a 0 égale à a plus c, ça c'est la partie en x cube. Ensuite, on a la partie en x carré. Ensuite, on a la partie en x, tu vois, on a 0 égale à bc plus ad. Et ensuite, on a la partie du terme indépendant, donc c'est 9 égale à d fois b. Donc c'est un petit système à 4 équations. Et donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je commence par dire a égale à moins c. Ok. Et ça, c'est pas mal. Ah oui, donc là, je mets juste 1, 2, 3 et 4 devant chaque ligne. Donc pour l'équation numéro 3, je sais que c'est 0 égale à BC plus A fois D. Voilà, je tente un truc. A divisé par moins C, c'est égal à B sur D. Et en fait, du coup, comme A égale à moins C, et bah du coup, je sais que B sur D sera égal à 1. Voilà, donc B égale à D. Ok. Voilà, ça, c'est nos premières égalités. Et ensuite, on va avoir 4. Donc 9 égale à B fois D.